merci beaucoup de me donner cette occasion aussi de discuter de ces questions essentielles pour notre pays. Et si vous pensez aux résultats obtenus, c'est-à-dire l'alternance en soi, nous ne l'avons pas obtenue. Mais est-ce que cela suffit pour dire que l'opposition a échoué? En réalité, c'est la lutte d'un peuple. Quand je dis lutte d'un peuple, ce n'est pas simplement les dirigeants de l'opposition. C'est un peuple qui lutte en vue donc, de la réalisation d'une alternance. Ce n'est pas une lutte à l'échelle des individus. Malheureusement, le contexte togolais n'a pas permis de réaliser cette alternance aujourd'hui. Et peut-être que l'histoire du Togo et certaines erreurs qui ont pu aussi être commises ont conduit à cette situation. Mais ce n'est qu'une question de temps. On finira par obtenir cette alternance. C'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de tout le peuple togolais qu'il y ait cette alternance, parce que l'alternance est aussi un facteur, je vais dire, de progrès. L'alternance est un facteur aussi de développement, puisque une nouvelle équipe qui vient aura cette volonté de mieux faire, puisque les gens ou la population aura l'occasion de comparer. C'est vrai, cette alternance n'a pas été obtenue, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, la lutte continue. Vous savez, c'est dire qu'il y a des insuffisances qu'il faut corriger, par exemple. Et vous voyez, j'ai dit que la lutte est celle d'un peuple. Il faut que les mentalités soient davantage renforcées dans le sens de la démocratie et dans le sens de l'alternance. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ensuite, peut-être du côté aussi des dirigeants, et on ne doit pas aller dans la logique du tout ou de rien aussi. Il faut pouvoir avancer, parfois progressivement, prendre ce que l'on peut prendre, continuer la lutte. Et savoir que nous le faisons dans l'intérêt de nous tous. Il ne s'agit pas qu'une nouvelle équipe vienne chasser et effacer ce qui a été fait jusque-là, mais savoir que nous luttons pour un même peuple et qu'il s'agisse du pouvoir ou de l'opposition, il y a des considérations qui nous dépassent, des valeurs qui sont au-dessus de chacun d'entre nous, et nous devons en être conscients et travailler dans l'intérêt général. C'est fondamental pour nous-mêmes et c'est essentiel également pour nos enfants et les générations à venir. Vous savez, ce sont des situations très complexes. Lorsqu'on veut faire d'un dirigeant un corrompu, c'est très facile. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il peut arriver qu'on fasse des affirmations sans fondement. Il arrive que des gens fassent des affirmations, qui disent même qu'ils ont été témoins, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et de ce point de vue, je crois qu'il est possible qu'il y ait eu des corruptions. Je n'ai pas des éléments qui me permettent d'identifier un dirigeant pour dire que ce dirigeant, effectivement, a été corrompu. Nous sommes dans une société humaine et c'est possible, c'est probable. Mais j'avais l'habitude de dire ceci aux militants. Je ne suis qu'un dirigeant, porteur d'une valeur que je partage avec vous. Si demain vous constatez que je n'incarne pas les valeurs
que j'affirme et pour lesquels vous êtes avec moi et qu'on travaille ensemble, mettez-moi de côté, continuez la lutte. Oui, si les militants identifient leurs dirigeants comme étant corrompus, que le peuple continue sa lutte sans eux. Et c'est possible. Nous ne sommes que des hommes, en réalité. Et cette corruption, elle prend quelle forme? Je n'en sais rien. Mais vous savez, les gens, par moments, affirment que les uns ont pris des sous, etc. Moi, j'ai eu à le dire. Si moi, j'ai les sous qui peuvent me permettre de réaliser mes convictions, de poursuivre les valeurs que je défends, je prends ces sous et je continue ma lutte. Je prends les sous et je continue ma lutte. Rien ne va me dévier de mon chemin. Il m'arrive même parfois de faire référence à la Bible. David a été aidé par le fils de son adversaire, qui lui apportait des informations nécessaires, qui lui ont permis d'échapper même à des assassinats. C'est grâce à cela qu'il a fini par prendre le pouvoir. Alors, on peut remplacer les informations aujourd'hui par les sous. Pourquoi pas? C'est le nerf de la guerre. Dès lors que cela ne remet pas en cause ma vision de la société, si un militant de UNIR a les moyens de financer mes actions, il le fait, je continue ma route en prenant ces sous. Et donc, pour moi, il faut avoir ces convictions, chercher les moyens de ces convictions. Je n'irai pas voler pour ça. Et c'est clair. Et donc, il faut qu'on sache où se trouve l'essentiel. Et ne jamais perdre de vue l'objectif pour lequel l'on s'est engagé. Et la lutte. Voilà. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse s'attacher à ces questions de corruption. Et si vous constatez que la position d'un dirigeant ne convient plus aux valeurs qu'il semble défendre, mettez-le de côté et continuez. J'ai l'habitude de dire qu'il peut y avoir un village sans chef. Mais je n'ai jamais vu un chef sans village. Il n'y en a pas. Donc cela voudrait dire que les dirigeants ne sont rien. C'est la masse qui permet d'avancer. Dans ces conditions, si un chef se comporte mal, mettez de le côté, que le peuple continue sa lutte. En tout cas, c'est de cette façon que je conçois les choses. Je me demande si cette unicité a une fois été d'actualité. Et il faut savoir faire la part des choses. Dans une démocratie, il n'est pas nécessaire d'avoir une opposition unique. Cela n'a même pas de sens, à mon avis. Étant entendu que les formations politiques ont été créées sur la base des visions qui ne sont pas forcément les mêmes. Okay. Maintenant, dans le contexte togolais, c'est vrai, la situation est telle que il faut une coordination pour aboutir à des résultats. Est-ce que cette coordination de l'opposition équivaut au problème de candidature unique? Si c'est les questions de candidature unique qui doivent être considérées comme l'unité de l'opposition, je dis que c'est une fausse piste. Je l'ai dit, j'ai toujours répété cela. C'est une fausse piste. D'autant plus que nous ne sommes pas dans un système où celui qui sera élu le sera à la majorité relative. Par exemple, si vous êtes 3 à l'élection, dit celui qui a le plus de pourcentage, peut-être 38%, 39%, il est élu, c'est une majorité relative. Mais nous sommes dans un système dans lequel, pour les élections présidentielles par exemple, c'est une majorité absolue. Dans ces conditions, quand vous regardez souvent le processus de désignation de nos candidatures, nos candidats uniques, mais l'opposition se déchire. Les uns cherchent à affaiblir certains candidats au profit de leurs candidats. On dit des choses parfois qui ne sont pas fondées sur les candidats de sorte à les affaiblir. Est-ce que ce combat ou bien cette situation renforce l'opposition? Non. Or, il était possible
que vous puissiez vous entendre sur ce qui constitue peut-être l'élément commun. Comment faire pour obtenir ensemble la transparence des élections? Comment faire pour instituer au niveau de nos militants, par exemple, au niveau de nos délégués, une certaine solidarité dans les bureaux de vote pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'il y ait une transparence? Comment faire pour que nous puissions créer une solidarité au niveau de nos militants? Que ces militants sachent que ce qui est indispensable, c'est que nous puissions aller à des élections transparentes. Et que ce candidat de l'opposition, même si je ne vote pas pour lui, il n'est pas mon adversaire. Alors, si on comprend les choses comme ça, le combat de l'opposition sera un combat pour la transparence des élections. Serait un combat de solidarité pour que nos moyens, qui sont peut-être faibles, soient mis ensemble pour au moins constituer un poids par rapport à ceux qui sont au pouvoir. De ce point de vue, on peut dire que cette unicité de l'opposition peut être souhaitable, mais on ne peut pas l'obtenir dès lors qu'on commence à s'insulter les uns les autres. Dès lors que quelqu'un ne partage pas ton point de vue au sein de l'opposition, il devient incorrompu. Mais dites-moi, si ensemble nous sommes à la recherche de la démocratie, si vous n'êtes pas en mesure de respecter la divergence au sein de l'opposition, comment pourriez-vous construire un état de droit alors que notre constitution parle de la liberté de pensée, de la liberté d'opinion? Si nous ne pourrions pas au sein de l'opposition respecter les divergences d'opinion, les divergences d'analyse, qui parfois sont erronées, mais de bonne foi, si on ne peut pas respecter cela, vous pensez un seul instant qu'on peut être au pouvoir et asseoir la démocratie? Ce ne serait pas possible. Donc, au sein de l'opposition, nous devrons donc être en mesure de nous respecter, respecter les divergences qui sont légitimes et savoir comment ensemble construire sur nos points communs que nous pourrons ensemble déterminer. Voilà, je crois, ma vision des choses. Donc, vous voyez que ce cadre est né d'abord de l'invitation du gouvernement qui avait voulu qu'on puisse discuter des conditions pour l'organisation des élections régionales. Et nous avions dit, donc je parle des partis invités, qu'il n'était pas possible de se concentrer sur les élections régionales sans débattre des autres problèmes. Et après discussion d'un commun accord, il est convenu que les discussions doivent être ouvertes pour qu'on puisse aborder toutes les questions nécessaires, en tout cas pour pacifier les choses et qu'on puisse continuer dans de meilleures conditions. Et c'est sur cette base que les discussions ont été lancées. Et à ce jour, les discussions se poursuivent. Il y a eu des points sur lesquels on s'est mis d'accord, et d'autres sur lesquels il y a eu des divergences qui sont encore d'actualité. Et il y a des points sur lesquels on n'a pas encore discuté, mais les discussions se poursuivent. Et il serait peut-être très idéaliste, trop idéaliste de penser qu'on peut s'entendre sur tous les points. Mais dès lors qu'on parvient à s'entendre sur un certain nombre de points, poursuivons la lutte et espérons que nous aurons donc l'occasion d'approfondir les autres points. Et si je ne trahis pas l'idée qui semble se développer aujourd'hui au sein du groupe, c'est que s'il est possible qu'il y ait une structure permanente qui permette de concertation en quelque sorte, qui permette de temps en temps de se retrouver, même après cette concertation nationale, de se retrouver pour discuter des problèmes du pays, peut-être que cela contribuerait à créer un climat de confiance au sein de la classe politique togolaise. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité que cette confiance a été brisée. Et le cadre de concertation actuel a aussi pour vocation de créer cette confiance et qu'il faudrait peut-être entretenir pour l'avenir. Voilà.
Je ne peux pas répondre à cette question. Simplement, je peux vous rappeler les critères sur lesquels cette rencontre a pu se tenir. Je crois que ont été invités tous les partis politiques qui ont pris part au moins à l'une des 3 dernières élections que nous avons eues dans notre pays. Je crois qu'il y a eu des élections législatives, locales et présidentielles. Voilà, donc depuis 2018, si je ne me trompe pas. C'est sur la base de ces élections qu'ils ont retenu les partis qui devaient participer donc à cette concertation. Étant entendu qu'au Togo, on a plus d'une centaine de partis politiques et le critère retenu, c'est celui que je vous rappelle. Maintenant, et pourquoi les partis de la dynamique ne siègent pas? Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. Voilà. Ce n'est qu'une question de temps. Les luttes à l'échelle des individus peuvent apparaître comme perdues, mais la lutte d'un peuple, mais le peuple finit toujours par vaincre. Et donc, l'alternance va se réaliser. Nous aurons dans ce cheminement des hauts, des bas, mais l'alternance se réalisera. Et tout ce que nous allons souhaiter, c'est qu'elle intervienne le plus tôt possible, puisque j'ai dit que c'est aussi un facteur de progrès, c'est un facteur de développement. Donc il faut que cette alternance intervienne le plus tôt possible. Mais nul ne saurait dire à quelle date exactement cela pourrait intervenir. Et souhaitons qu'elle intervienne dans les meilleures circonstances possibles, dans l'intérêt de notre pays. Le prix à payer, c'est la transformation des mentalités. Et moi, je le dis depuis un certain temps, il faut que cela devienne une lutte, une question d'intérêt national, prioritaire d'ailleurs, j'allais dire, la transformation des mentalités, tant au niveau du peuple qu'au niveau des dirigeants. Et c'est ce qui nous permettra d'ailleurs un développement durable. Et c'est ce qui permettra que lorsqu'on sortira de cette situation qui a trop duré, qu'on ne puisse plus y revenir. Parce qu'on peut obtenir une alternance sans obtenir la démocratie réelle. C'est possible. Et c'est un peuple bien préparé sur le plan des valeurs. C'est une transformation des mentalités qui nous permettra d'obtenir une démocratie et qui devienne totalement irréversible. Donc, une alternance qui soit une véritable alternative. C'est ce que nous devons rechercher. Et je crois que ça va arriver. Et il faudrait donc pour cela qu'on fasse le travail d'éducation et qu'il y ait une transformation des mentalités et qu'on travaille également pour que le minimum possible dont les citoyens ont besoin pour mener une vie décente, qu'on puisse aussi le réaliser. Parce que lorsque les gens sont dans des situations de misère prononcées, et il leur est difficile parfois de faire la part des choses. Nous l'avons toujours affirmé et nous faisons ce travail. Et dès le départ, nous avons dit, et nous continuons de le dire, construire sur des valeurs. Et c'est sur cette base que nous formons nos militants. Nous avons lancé le programme Droit pour tous, qui malheureusement, après certains mois, a connu quelques difficultés, mais nous n'y avons pas renoncé. On va très bientôt encore reprendre les choses. On va reprendre les choses. Et donc, ce droit pour tous, par exemple, pour nous, est un élément essentiel. Et nous avons d'autres projets également qui vont dans le même sens et qui naîtront en tout cas, dans un délai raisonnable. Et il faut reconnaître aussi que parfois, les difficultés matérielles font que les projets n'avancent pas autant qu'on l'aurait souhaité. Mais c'est un défi
nous n'allons pas renoncer véritablement à ce choix. Mon mot de la fin, c'est le même, c'est l'espérance en réalité. Et il faut pouvoir continuer, il faut pouvoir lutter. Et ceux qui me suivent sauront que il y a un proverbe de chez moi que je rappelle souvent. Tant qu'il y aura des poux sur la tête ou sur le pagne, il y aura toujours du sang sur les ongles. Cela voudrait dire que tant que ces problèmes ne seront pas réglés, il faut y croire, continuer de lutter. Et je l'espère, nous arriverons donc au bout de nos peines. Et si j'ai pu voir plus loin que les autres, c'est parce que je suis monté sur leur épaule. Donc, construisons la base, espérons qu'on va aboutir, ou que d'autres personnes qui prendront la relève monteront sur nos épaules, sur ce que nous avons construit, pour pouvoir avancer dans l'intérêt de la nation. Voilà donc dire au peuple togolais, il n'y a pas de motif de se décourager. Nous devons continuer et espérer. Et le Seigneur nous y aidera. Voilà. Ce n'est pas parce que je veux convaincre les gens, parce que moi j'y crois au fond de moi-même. C'est pour moi une question vitale. Je sais que sans Dieu, je ne suis rien. Et dans ma vie de tous les jours, depuis mon enfance, j'ai trop d'éléments qui me permettent de l'attester et de continuer dans cette voie. Voilà. C'est moi qui vous remercie.